Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette émission spéciale du Média, une émission consacrée à une problématique politique et citoyenne de première importance, le pluralisme à la télévision. C'est une question qui nous concerne, nous, ici, très fortement, puisque nous avons candidaté pour obtenir une fréquence TNT et que nous avons été retoqués pour des raisons qui ne nous ont pas encore été communiquées. Mais cette question concerne tous les Français, toutes les Françaises. Car si les médias ne font peut-être pas l'opinion, ils font l'agenda. Et de nombreux observateurs s'accordent à dire que la télévision, les chaînes d'infos en continu, ont un rôle prépondérant dans l'extrême droitisation du paysage politique, comme l'illustre ce magnéto. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui? Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils peut-être n'ont-ils pas accès à tous les services comme les autres? Est-ce que c'est lié à cela? Absolument pas. C'est l'utilisation de la Palestine aujourd'hui est fait pour nazifier les Juifs et pousser à des passages à l'acte. Il faut le dire, il faut que les politistes le disent comme je le dis et expliquer que c'est pour ça qu'ils interdisent ces mouvements. Et enfin, il faut aller attaquer Rima Hassan. Il faut peut-être la déchoir de sa nationalité française. Il est temps de mettre en place des symboles très forts. En toute transparence, je vais être claire, on n'a pas traduit ce qui a été dit parce qu'il y a un doute sur ce qui a pu être formulé. Certains l'ont entendu dire dans l'hémicycle, tu es une grosse poubelle en s'adressant à Aurore Berger. Les scripteurs de l'Assemblée nationale ont retenu « vous finirez dans les poubelles de l'histoire ». Donc on va rester sur cette version de « vous finirez dans les poubelles de l'histoire » parce qu'effectivement, c'est celle des scripteurs de l'Assemblée nationale. Il n'empêche, cette phrase, malgré tout, est-ce qu'elle est digne d'un député? Depuis 17h cet après-midi, à longueur d'antenne, a été marqué Sébastien Delogueux a insulté Madame Berger. Sur la base de soi-disant quelqu'un qui, dans l'hémicycle, aurait entendu ça. C'est plusieurs députés qui ont... Vous avez des noms? Écoutez, c'est plusieurs députés visiblement qui ont dit... Noms, alors nous, on a fait les travaux de vérification et effectivement, les scripts à l'Assemblée nationale ont retenu cette phrase que je vous dis ce soir et vous noterez... Donc l'insulte à Aurore Berger n'a pas été prononcée, dont acte. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose au niveau de la violence des propos, de la brutalité des propos qui sont tenus à l'Assemblée nationale, malgré tout? Mais vous comprenez quand même que vous êtes en train de m'interroger sur quelque chose dont vous-même vous dites, après l'avoir vérifié, que c'est faux? Alors, juste une question, on ne voit pas le visage des gendarmes, mais une chose qui pourrait peut-être excuser le comportement des Israéliens serait si les gendarmes avaient l'air d'être, seraient peut-être d'origine maghrébine ou avaient l'air d'être arabes. Et je ne sais pas si... Ça n'est pas le cas. Pour le coup, on a vu ces images. Et ça n'est pas le cas. Israël a une main de fer que n'a pas eu la France dans cette affaire. Oui, laissez-moi répondre à votre dernière question. Je ne suis pas bien évidemment militaire et je n'étais pas né au moment de cet attentat, mais je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Cette émission s'organisera en deux parties. Dans un premier temps, je m'entretiendrai avec Arnaud Froger, responsable du bureau investigation de Reporters sans frontières, et Jean-Baptiste Souffron, avocat qui a défendu le média dans le cadre de la procédure de contestation de la décision de l'Arcom devant le Conseil d'État. Et dans un second temps, je discuterai avec Laurent Capoen, entrepreneur multicasquette et consultant auprès du média pour tout ce qui relève du développement et de la stratégie. Bonjour Arnaud, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. On regarde un petit spot d'explication des enjeux de notre campagne de fin d'année et on engage notre discussion. Non, le média ne s'avoue pas vaincu. Oui, le média persiste et signe. Nous ne lâchons pas notre ambition de nous poser en première chaîne d'infos indépendante de France. Certes, l'Arcom nous a donné un grand coup en refusant de nous attribuer une fréquence TNT et a préféré en offrir à des chaînes qui n'existent tout simplement pas et dont le mérite est d'être initiées par des millionnaires ou des milliardaires. Certes, nous avons attaqué la décision de l'Arcom devant le Conseil d'État et nous nous préparons à une longue bataille juridique. Mais nous continuons d'avancer, avec un objectif, être partout. Nous voulons être sur le maximum d'écrans et de réseaux possibles. Nous ne lâchons rien sur YouTube, où notre chaîne historique a atteint 1 200 000 abonnés et où nous avons créé une seconde chaîne, le Média 24/7, qui progresse vite et donne à voir la diversité de notre production quotidienne. Nous ne lâchons rien sur Instagram, où en un an, nous avons multiplié par 10 nos vues mensuelles. Même stratégie sur TikTok, où notre audience a été multipliée par 5.
idéal pour toucher un public plus jeune et parfois moins politisé. La bataille du petit écran, heureusement pour nous, ne dépend pas que de la TNT, que seulement 18% des Français utilisent de manière exclusive comme moyen de regarder la télévision. Nous allons continuer de frapper à la porte des autres box, et si elles ne veulent pas, tant pis pour elles. Car les box, elles aussi doivent se battre avec des plateformes comme Molotov, disponibles sur les télés connectées, les mobiles, les tablettes, les consoles et les ordinateurs. Nous y sommes déjà. Nous poursuivons cette stratégie avec d'autres plateformes. Nous ne lâchons rien et pour continuer d'aller de l'avant envers et contre tout, nous avons besoin de vous. À l'occasion de notre campagne de fin d'année qui est cruciale pour nous. La campagne de fin d'année permet d'abord de sécuriser au maximum notre trésorerie, car les banques ne nous prêtent pas ou peu et qu'aucun gros actionnaire ne viendra nous sauver la mise. Elle nous permet aussi de nous projeter et d'engager des projets d'avenir. Pour y participer, 2 moyens. Les dons, défiscalisés à hauteur de 66% pour celles et ceux qui payent l'impôt sur le revenu, mais aussi les abonnements. Voici nos objectifs et nos paliers de mobilisation. À 150 000 €, nous poursuivons notre stratégie de bataille culturelle à la télé et nous attaquons la radio. En commençant par une web radio qui reprendra nos directs et nos émissions et proposera sa propre programmation musicale. Une web radio qui sera distribuée via le web et les mobiles, mais aussi les enceintes connectées de plus en plus nombreuses dans les foyers. Et qui sera la première étape qui nous permettra de postuler aux appels d'offres en vue d'acquérir des fréquences DAB+, et FM. À 200 000 €, nous vous offrons un journal télévisé dans l'esprit du média de la première saison, mais plus ambitieux que jamais. Alors que les chaînes d'infos sont accusées de faire du bavardage en continu, nous voulons renforcer notre récit de l'actualité selon notre propre hiérarchie de l'information, raconter les histoires que les autres ne racontent pas ou plus sur les régions, sur l'international, sur la politique et les luttes. Pour cela, le terrain est le mot d'ordre absolu. Nous devons pouvoir rémunérer des correspondants, des reporters, des rubricards pour les justices, politiques, économie, etc. Cela nécessite de l'argent et c'est nécessaire car la production d'une info sûre et originale est l'arme fatale contre les industries à fake news que sont devenues les chaînes d'infos mainstream. Et à 300 000 €, nous relançons une matinale des médias indépendants avec les autres médias indépendants qui, dès le matin, donnent un autre visage à l'agenda médiatique. Plus que jamais, nous sommes dans le combat. Depuis le début, c'est vous qui nous permettez de conquérir, pied à pied, des espaces toujours plus grands dans le paysage audiovisuel français et francophone. Une fois de plus, donnez-nous les armes dont nous aurons besoin. Envahissons le champ de bataille médiatique et soyons la première chaîne d'infos indépendante de France. Arnaud Froger, Reporters sans frontières, a fait bouger les lignes en obtenant en février dernier une décision historique du Conseil d'État qui vous donnait raison d'une controverse qui vous opposait à l'Arcom au sujet de sa manière de mettre en œuvre les principes du pluralisme. Je rappelle que l'Arcom, c'est le gendarme de l'audiovisuel français. Est-ce que vous pouvez expliquer les raisons de cette bataille, pourquoi vous l'avez engagée, la nature de vos arguments et les conséquences pratiques, politiques, médiatiques de votre victoire judiciaire ? Alors elle est assez simple cette bataille, mais elle est ancienne. Elle a commencé au tournant des années 2010 lorsque Vivendi fait l'acquisition d'ITélé à l'époque, devenue CNews depuis, contrôlé par Vincent Bolloré et sa famille. Et à partir de ce rachat-là, va s'opérer sur cette chaîne d'information en continu des changements très marqués, très puissants. Et il va y avoir une emprise croissante qui va être exercée de la part de l'actionnaire sur la façon dont cette chaîne fait de l'information, sur son rapport aux faits, sur la place aussi qu'occupe l'information à l'antenne. Constatant qu'il y a une forme de manque d'indépendance assez avérée, assez évidente, et aussi une forme d'atteinte au pluralisme sur ce qui est produit sur cette antenne, on va à partir de la fin des années 2010 commencer à saisir l'Arcom, donc le gendarme de l'audiovisuel, de ce problème que l'on constate. On le fait sur la base d'une étude, et puis l'Arcom botte en touche, en quelque sorte, ne fait pas droit à notre demande, et donc on porte l'affaire devant le Conseil d'État. La procédure prend évidemment un peu de temps, et elle a abouti finalement à une décision qui a été rendue en début d'année, au mois de février, où finalement le Conseil d'État a donné raison à RSF sur la plupart des points qui étaient soulevés, a demandé à l'Arcom de revoir sa copie et de mieux faire appliquer la loi, que ne respecte pas manifestement la chaîne CNews, et de faire
faire appliquer le respect du pluralisme à l'antenne, puisque en France, contrairement à la presse écrite, les médias audiovisuels ont le devoir de respecter une certaine forme de pluralité des opinions et des courants de pensée. Donc cette décision, elle est effectivement historique en le sens qu'elle est inédite finalement. On espère qu'elle fera bouger les lignes. Il y a une nouvelle délibération qui a été produite suite à cette décision donc au mois de juillet. Donc l'ARCOM a revu sa copie. Normalement, le pluralisme va être examiné sous un nouveau jour ou de manière plus proche peut-être, contrairement à ce qui était la pratique jusque-là. On espère que ça se traduira par des changements concrets à l'antenne. On peut constater après quelques semaines et après quelques mois, puisque cette décision a été rendue, enfin cette délibération a été rendue au mois de juillet, que pour l'instant le changement il est minime. C'est un changement au niveau de l'organe, de sa manière de prendre des décisions, du pouvoir finalement qui lui a été redonné par le Conseil d'État pour faire appliquer la loi. Reste maintenant, est-ce que ça se traduise par des changements concrets sur les antennes pour le bien de l'information et de l'expression des courants de pensée. Et l'ARCOM donne l'impression d'être un peu emmerdé, si je peux me permettre l'expression, par cette décision du Conseil d'État, d'une certaine manière. Disons que ce n'est pas le sens dans lequel l'ARCOM voulait aller quand on l'a saisi. Il a fallu qu'on aille devant la plus haute juridiction administrative française pour finalement avoir raison et que l'ARCOM joue son rôle. Mais quelque part, c'est aussi rendre le pouvoir à l'ARCOM que de faire appliquer la loi. Et je crois qu'on ne peut pas exonérer les médias audiovisuels d'une forme de responsabilité dans la structuration du débat public. On pourrait penser que les télés, c'est un média qui est devenu peut-être un peu plus désuet. En tout cas, c'est un média qui est peut-être moins prégnant qu'à la fin des années 80 ou dans les années 90, au moment où le législateur a confié une forme de responsabilité supérieure aux médias audiovisuels. Il n'empêche que, et vous le rappeliez dans votre introduction, la télé fait encore recette d'une part, et puis par ailleurs, la télé est encore très structurante dans la façon dans l'agenda médiatique et dans la façon dont les opinions se construisent. Donc, il est normal que l'expression des différents courants de pensée, qui ne se limitent pas aux seules interventions politiques, ça c'est un point qui est extrêmement important, soit respectée sur les antennes de toutes les télévisions, y compris de celles qui ont le plus abusé de la liberté, de la trop grande liberté qui leur a été offerte et laissée par l'ARCOM. En plus, la télé est remixée par les réseaux sociaux. Quand vous regardez aux réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux, ce sont souvent des extraits d'émissions de télévision, des moments paroxystiques, des émissions de télévision qui sont partagées des millions de fois tous les jours. Maître Jean-Baptiste Souffron, c'est vous qui êtes notre avocat dans le cadre de la procédure qui nous oppose à l'ARCOM suite au refus du gendarme de l'audiovisuel de retenir la candidature du média à une fréquence TNT. Assez rapidement, vous avez considéré que cette décision posait problème. Pourquoi ? Oui, bien sûr, parce que normalement, si vous voulez, on n'est pas... De manière générale, l'ARCOM, aujourd'hui... fonctionne de façon assez autonome, indépendante, mais indépendante de qui ? On a un peu l'impression parfois qu'ils sont surtout indépendants vis-à-vis du public, d'une certaine manière. Et puis, on est dans une situation aussi aujourd'hui, de nombreuses années, en fait, après la création du CSA qui s'est transformé en ARCOM, à peut-être devoir tirer un espèce de bilan de ce qu'a été la politique de la diversité des médias. Et le bilan, aujourd'hui, est-ce qu'il est brillant ? Pas forcément non plus. Donc, on s'attendait un petit peu à ce que l'ARCOM ait un processus qui soit inattaquable, quelque chose de carré, de structuré, de simple. Or, ce qui s'est passé, c'est que aussi bien le média que d'autres se sont vu dire que finalement, avec vous, on ne va pas entrer en négociation. Pourquoi ? Comment ? On ne sait pas. On reçoit un coup de fil, on vous dit non, mais vous, en fait, votre dossier, il était vraiment bien, vraiment bien. Le média, vraiment bien, votre dossier. Mais peut-être la prochaine fois, c'est mieux pour vous. Pourquoi ? Comment ? Enfin, c'est pas une façon de parler à des gens sérieux qui qui font des propositions sérieuses et qui veulent une des 15 fréquences. Qu'on vous dise, vous pouvez pas l'avoir parce que vous êtes trop petit. Vous pouvez pas l'avoir parce que vous savez pas faire ça. Vous pouvez pas l'avoir parce que vous mettez pas assez d'argent sur la table. Ça peut s'entendre. Mais qu'on vous dise simplement, ouais, en fait, on va pas vous dire pourquoi, mais on ne vous présélectionne pas. Par contre, les 15 autres, on les prend par la main, on négocie avec eux, on les aide à terminer leur dossier. Pour certains, on va leur donner un délai supplémentaire pour réussir à être en ligne. Et d'autres, on va peut-être leur expliquer qu'il faudrait qu'ils recadrent un petit peu leur dossier dans ce sens-là. En revanche, non, c'est pas normal. Ça crée une inégalité entre les candidats. Ça veut dire en fait, c'est ce qu'ils ont fait. On en sélectionne certains. Sur quels critères ? On ne sait pas à ce stade. Alors l'ARCOM a dit qu'ils vont nous écrire bientôt, maintenant qu'ils ont publié la liste des médias sélectionnés et qu'ils vont expliquer ou recaler pourquoi ils ont été recalés, mais avec plusieurs mois de retard. C'est là qu'on va pouvoir savoir exactement quelles sont les raisons pour lesquelles un tel ou un tel a été refusé.
et qu'on va pouvoir finalement peut-être aussi se demander si on peut contester. Mais entre-temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a 4 médias de Bolloré qui décident que finalement, ils laissent tomber parce que c'est trop compliqué, c'est trop cher, et puis surtout, en vrai, il veut se mettre dans un bras de fer avec le régulateur. Donc, il se met dans son bras de fer. Alors, déjà, démocratiquement, ça pose un problème. Et là où l'Arcom aurait pu contrer ce bras de fer en faisant tout simplement ce qu'ils avaient annoncé. Parce qu'un des gros problèmes, c'est que tout ce processus de sélection, il est quand même extrêmement opaque. C'est-à-dire que ce n'est pas d'une grande clarté. Il faut dire aussi que ce n'est pas tous les jours qu'on essaie de sélectionner 15 nouvelles chaînes pour la télévision française. Donc bon, voilà, ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent, mais ça aurait mérité, je le répète, à la fois d'être inattaquable, transparent, précis. Au lieu de ça, le processus de l'Arcom a fait que ça jetait forcément la suspicion sur la manière dont les gens étaient présélectionnés. Et au moins, le fait d'avoir été au Conseil d'État a permis aux médias et aux autres, mais c'est surtout grâce aux médias, puisque c'est le média qui a été le premier, d'obtenir des clarifications. Et dans ces clarifications, c'est très étonnant. Parce qu'il y a une chose que dit l'Arcom, et là, je cite l'Arcom, c'est pas une interprétation, c'est pas ça. L'Arcom disait que dans la circonstance où un candidat présélectionné se désiste, qu'est-ce qui se passe si un candidat présélectionné se désiste ? Ce que dit l'Arcom, c'est que l'Arcom serait alors conduite à entamer de nouvelles négociations avec un des candidats qui n'aurait pas été présélectionné. On a 4 candidats qui viennent de se désister, enfin plus exactement un candidat qui désiste 4 chaînes. Est-ce qu'ils entament des négociations avec des candidats qui n'ont pas été présélectionnés ? Non. Ils parlent d'une étude d'impact. Voilà. Ils disent on va faire une étude d'impact. On va voir comment on fera les choses plus tard. On rouvrira peut-être ces 4 canaux. Ce n'est pas du tout ce qui avait été annoncé. Donc on ne peut pas se retrouver comme ça avec une administration, parce que autorité ou pas autorité, à la base, l'Arcom, c'est une administration. Si on l'a sorti du champ du gouvernement et de l'État, ce n'était pas pour les rendre irresponsables vis-à-vis du secteur professionnel ou vis-à-vis du public. C'était juste pour éviter que l'État fasse pression sur eux. Et maintenant, on se retrouve avec des gens qui changent de règles au fur et à mesure, qui ne respectent pas ce qu'ils disent au Conseil d'État, et ce qui a été d'ailleurs validé par le Conseil d'État, parce que si le Conseil d'État a dit « bon d'accord, vous avez voulu présélectionner, on vous donne raison, ok », c'était justement parce qu'ils disaient « bah oui, mais vous inquiétez pas, en fait, on va très rapidement avoir les décisions définitives, et puis si quelqu'un se désiste, de toute façon, on rattrape les gens qui n'ont pas été présélectionnés, ils pourront se représenter. » On rappelle que le Conseil d'État nous a retoqué. Voilà, ils vous ont retoqué, mais en clarifiant les choses. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont retoqué en disant voilà, on clarifie la procédure, donc du coup, si vous voulez vraiment vous plaindre, ça sera dans un mois. Grosso modo, c'est ce qu'a dit le Conseil d'État. Non, vous pouvez attendre un mois quand même, et puis dans un mois, on verra bien. Mais là, c'est plus un mois. Maintenant, ça veut dire que si on veut recandidater pour une des 4 chaînes, c'est pas pour dans un mois, c'est après une étude d'impact, c'est peut-être pour dans 6 mois, c'est peut-être pour dans un an, c'est peut-être pour dans un an, pour dans 2 ans, c'est peut-être jamais. Ce n'est pas normal. Et on arrive à une situation où, alors que normalement l'urgence aujourd'hui, c'est de restaurer la diversité des médias, on avait une opportunité d'avoir 15 chaînes différentes. Finalement, on se dit la meilleure façon de restaurer la diversité, c'est de réduire à 11. Enfin, c'est marcher sur la tête. Je veux dire, même en termes de bon sens, j'ai même pas besoin de parler juridique, si vous voulez. On est sur quelque chose qui ne fait aucun sens, si ce n'est une volonté. Non, en fait, je ne sais pas quelle volonté, parce que comme c'est opaque, et qu'on ne sait pas comment a été prise cette décision de ne pas respecter les engagements, ses propres engagements de l'Arcom, et d'aller voir les candidats qui avaient été écartés en disant maintenant revenez et faites une proposition. Moi, je ne sais pas sur quelle base ils ont décidé ça. Et puis surtout, Canal+, le groupe Canal+, organise une sorte d'opération de rétorsion, mais ils sont très confiants de ce que finalement la place de CNews, qui fait partie également du même groupe, sera garantie. C'est pour ça qu'ils peuvent décider de retirer 4 de leurs chaînes, de déstabiliser les choses, en sachant que de toute façon, ils seront toujours accompagnés pour CNews. En tout cas, c'est ce qu'ils se disent. Peut-être qu'ils font erreur. Arnaud, ils sont juste pour là-dessus, rebondir là-dessus, ils s'en accommodent très bien de cette décision. Il suffit de voir comment Cyril Hanouna fanfaronne sur TPMP en annonçant qu'après la fin de l'émission, donc la dernière est prévue le 28 février, il me semble, l'émission reprendrait le 3 mars, disant ça, parce qu'on ne sait pas encore sur quel canal et sous quelle forme elle reprendra, mais il y a aussi une forme de contournement des décisions qui ont pu être prises, parfois même des sanctions. Les sanctions avaient été complètement intégrées dans le business model de Vivendi, puisque finalement, au terme d'une 50aine de sanctions, toutes confondues très cher. Voilà, entre CNews et C8, aboutissant très cher pour nous. Pour la dernière nommée à plus de 7 millions d'euros d'amende.
demande. Bon, finalement, il s'en était très bien accommodé, puisque les dérapages continuaient, les sanctions continuaient de tomber. Donc il y a quand même une forme de contournement des décisions qui sont prises, et puis une forme de... Vivendi n'est pas un groupe comme les autres aujourd'hui en matière d'information. Enfin, je crois qu'il faut le redire. Nous, c'est notre position. On n'est pas là pour trier quel média doit être sur telle ou telle fréquence. Ça, c'est pas le rôle de RSF. Mais aujourd'hui, on est quand même sur un groupe qui très clairement a méprisé l'information, a malmené des rédactions et dans une stratégie où malheureusement l'information fiable est en train de perdre sa place. Alors le groupe Canal+ Vivendi, pour protester contre la mise hors jeu de C8, on en a déjà parlé, il a décidé de retirer donc ces chaînes payantes de la TNT. Chez RSF, quel regard vous portez sur cette manœuvre qui a quand même un parfum d'épreuve de force, quoi. Il défie l'État, il défie l'Arcom. C'est un jeu de pouvoir, c'est un rapport de force. S'ils se sont retirés, c'est qu'ils pouvaient le faire, et c'est sans doute qu'ils en trouvent les gains quelque part. Ça, c'est leur choix. On ne peut pas vraiment s'insurger du fait que C8 ne fasse plus partie des chaînes sélectionnées. C'est la chaîne la plus sanctionnée du paysage audiovisuel français pour un montant cumulé de plus de 7 millions d'euros d'amende. C'est une chaîne qui n'a eu de cesse de dévoyer la loi, l'esprit de la loi, et qui, malgré les sanctions de l'Arcom, a continué dans cette direction-là, parfois en faisant de la mésinformation, voire carrément de la désinformation, avec des dérapages qui ont été continus. Mais l'Arcom a une responsabilité aussi dans ce qui s'est passé, dans cette dérive, ce glissement qui s'est opéré sur certaines émissions de chaînes de télévision, puisque les sanctions sont inopérantes, elles sont inefficaces. Vous avez aujourd'hui, parmi les dernières sanctions qui ont été prises, une simple mise en garde qui a été adressée à Pascal Praud, notamment sur CNews, pour avoir fait un lien entre l'invasion des punaises de lit à Paris et une origine potentielle qui viendrait des migrants. Une simple mise en garde. Ces propos ont été tenus sur une antenne. Il a écopé d'une mise en garde pour ce type de propos-là. Vous avez une mise en garde, pareil, même sanction, qui a été prononcée à l'encontre de Cyril Hanouna pour avoir organisé un appel téléphonique entre Sarah Knafo et Jordan Bardella pour s'être fait l'instigateur de l'union des droites en direct à la télévision. Enfin, je veux dire, on est dans une situation où l'Arcom n'a pas pris ses responsabilités, ne prend pas des sanctions qui sont à la hauteur des enjeux que cela pose en termes de démocratie. Et clairement, l'Arcom a failli à sa mission. Donc le réveil tardif avec cette nouvelle délibération suite à la décision du Conseil d'État, j'ai bien peur que pour l'instant, en l'état actuel des choses, il soit insuffisant si des mesures un peu plus drastiques ne sont pas prises dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Alors peut-être qu'ils se disent que de toute façon, ils ont des moyens de pression sur l'État, donc indirectement sur l'Arcom, puisque Canal+ est le principal financier du cinéma français, etc. Ça, on peut faire cette interprétation et cette lecture-là. C'est une autorité administrative indépendante, c'est la garante du pluralisme et de l'indépendance de l'information. C'est quelque chose de tout à fait structurant dans le débat démocratique. C'est à eux de faire respecter les règles du jeu. Jean-Baptiste. Mais c'est pas vraiment la peine de chercher à comprendre le jeu en fait de Bolloré là-dessus. C'est pas le souci. Il profite en réalité d'une situation qui est compliquée. C'est-à-dire que l'Arcom, c'est un peu un vestige des années 80-90. Et est-ce que c'est vraiment comme ça aujourd'hui qu'on devrait réguler ou légiférer ou diriger, prendre des décisions collectives dans l'intérêt général et dans l'intérêt collectif sur le paysage audiovisuel? Il a fallu que RSF aille devant le Conseil d'État pour que l'Arcom, enfin, se décide à avancer, pour les forcer à avancer. Et est-ce qu'ils l'ont fait? À peine. Et là, aujourd'hui, c'est ce que je disais, on était censé avoir 15 chaînes, on en aura 11. Et nous qui sommes prêts, en fait, on est priés d'attendre. Et le média qui est prêt, qui produit depuis des années, qui serait bienvenu dans ce paysage, eh bien, s'entend dire qu'il peut-être la prochaine fois. Ça n'a aucun sens. Et ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, on est face à des gens qui, c'est souvent, comme dans ce genre, si vous voulez, c'est l'administration à la française. On est dans le flou, à peu près. C'est des choses que connaissent bien les gens, qui, par exemple, se prennent des OQTF ou qui se battent dans les préfectures sur leur titre de séjour. Eh bien oui, ils sont face à des gens qui leur disent peut-être bien que oui, peut-être bien que non, comme ci, comme ça. Là, en plus, on est sur un secteur professionnel, mais c'est le même niveau. Et c'est quelque chose auquel on devrait mettre fin, avoir un moment où on siffle la fin de la récré. L'Arcom s'était engagé auprès du Conseil d'État en disant voilà comment ça doit fonctionner. Finalement, en cours de route, ils changent les règles, y compris vis-à-vis de leurs propres engagements auprès du Conseil d'État. C'est pas normal, c'est pas de la
bonne gestion. Et il faudrait à un moment donné qu'on trouve des modalités qui sont plus précises, qui permettent... Enfin, c'est quelque chose d'important, l'audiovisuel. Surtout en France, on n'a pas des élections tous les 4 matins. Donc, en fait, le débat public, où est-ce qu'il se fait? Il se fait ici. Il se fait à la télévision. Il se fait dans la presse, bien sûr. Il se fait sur Internet. Mais sur Internet, comme vous l'avez dit, il se fait beaucoup grâce à l'audiovisuel. C'est vos extraits qui sont repris. C'est ça qui fait du débat. Et ce débat, on a besoin qu'il soit de qualité. Et donc, c'est un truc super important. Si on avait des votes tous les 4 matins... peut-être qu'on pourrait se permettre d'avoir une régulation un peu plus floue. Mais ce n'est pas le cas, c'est fondamental. Et là, on doit se plaindre du fait qu'on est maltraité. En tant que secteur, ce n'est pas normal. Alors, justement, est-ce que vous avez des idées pour réformer l'Arcom? Parce qu'ils vont dire on critique, mais qu'est-ce qu'on propose? Il y a plein de choses qui sont envisageables. Il suffit de regarder comment ça fonctionne dans d'autres pays. En Angleterre, ça fonctionne totalement différemment. Aux États-Unis, c'est encore tout à fait un autre registre et très privé, mais avec aussi des acteurs publics qui sont très publics. Et surtout, si vous voulez, on arrive en 2025. En 2025, qu'est-ce qu'on peut imaginer? D'abord, peut-être une plus grande présence des acteurs comme le média et tous les autres d'ailleurs auprès de l'Arcom. Plutôt que d'avoir des stratégies de lobbying, on pourrait avoir des espèces de dialogues et des instances de communication où on se rencontre, on peut prévoir un petit peu ce qui va se faire. Vous voulez une chaîne TNT? Peut-être que ça peut commencer à se discuter 1 an avant, 2 ans avant, qu'on vous explique quels sont les critères qui vont être importants ou moins importants, au lieu de vous laisser faire la candidature tout seul dans votre coin et puis de vous dire à la fin, finalement, on vous prendra pas. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Un sujet comme la diversité de l'audiovisuel, c'est trop important pour que ça soit un sujet comme ça où on prendrait règles, où on tombe dessus, on dit voilà, on va faire ça comme ça, et puis on change un peu, et puis on bricole. Non, c'est quelque chose qui doit se construire dans le dialogue, de façon démocratique. On a le droit de changer un peu des choses, mais quand on change des choses, il faut le faire par étapes. Il y a un Parlement, il faut poser la question au Parlement, pour moi, ce n'est pas un sujet. Aujourd'hui aussi, on peut penser que le nombre de membres de l'Arcom n'est pas suffisamment important. Peut-être aussi que le lien avec le ministère de la Culture n'est plus assez important. C'est-à-dire que c'était bien de les dégager du ministère, mais est-ce qu'à un certain moment, ils ne sont pas trop dégagés? On en vient à faire de l'Arcom une espèce d'auto-instance où finalement on fait carrière dans l'Arcom, on reste dans l'Arcom, on en vient à protéger des idées de l'Arcom qui datent d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, mais qui ont peut-être plus court aujourd'hui. C'est ce genre de choses, en fait, qu'il faut réussir à mettre en place. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de soumettre ce genre de débat sur la diversité? Et par exemple, ce sont les chaînes TNT des Français. Pourquoi est-ce que les Français ne pourraient pas avoir un petit peu leur mot à dire, être un petit peu consultés sur les attributions de ces chaînes TNT? Il y a plein de modalités possibles. Je ne parle pas de faire un référendum, si vous voulez, pour les attribuer. Mais enfin, l'Arcom a les moyens de faire une consultation, a les moyens de poser des questions. Ça n'est pas fait. Que veulent les gens, en fait? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir? Quelles possibilités il faut avoir pour que finalement la communauté des téléspectateurs du média aussi puisse participer? Tous ces trucs-là, si vous voulez, c'est des idées comme ça qui sont simples, qu'on voit ailleurs et qui pourraient assez facilement être mises en place. Il ne s'agit pas de faire une espèce de révolution incroyable et de bouleverser. Il faut évidemment que ça soit indépendant du gouvernement, parce qu'on a connu l'ORTF. Ça serait dommage de revenir à l'ORTF, surtout aujourd'hui, ça serait compliqué d'ailleurs. Mais en même temps, on ne veut pas non plus aller à un système où tout est ouvert et on va se retrouver avec aucune régulation, les gens qui disent n'importe quoi tout le temps et surtout les gens qui influencent et qui commencent à finalement donner des informations qui sont fausses, créer des scandales qui n'ont pas de sens, cacher des scandales qui, eux, devraient être sur la table et ainsi de suite. Cette diversité, elle est essentielle parce que c'est quand un média ne parle pas de quelque chose, eh bien l'autre média peut en parler et c'est pour ça qu'on cherche à l'avoir. Les gens qui influencent, c'est aussi l'argent qui influence dans le cas d'espèces. Alors, le mot de la fin, Arnaud, comment réformer l'Arcom? Comment sortir de l'impuissance? Vaste question. En tout cas, il ne faut pas s'abriter derrière les difficultés qui sont bien réelles. C'est compliqué de mesurer le pluralisme à l'antenne. C'est difficile. Et pourtant, la délibération qui a été prise au mois de juillet, elle est relativement équilibrée. Et en tout cas, elle offre un dispositif qui nous semble, nous, bien meilleur que le dispositif existant qui consistait à finalement juste mesurer les étiquettes politiques des invités sur les plateaux. L'expression des courants de pensée et d'opinion, c'est pas simplement les invités politiques sur les plateaux. Donc ça, c'est important. C'est aussi la variété des thématiques et des sujets qui sont abordés, la variété des intervenants. On s'est quand même habitué ces dernières années à une sorte de glissement aussi qui consiste à avoir des toutologues autour des plateaux qui s'expriment sur absolument tous les sujets, parfois passant
de la guerre à Gaza à l'insécurité en France quasiment sans transition, au climat, avec les mêmes obsessions. Et que sais-je encore, avec une même ligne et avec une expertise qu'on peut quand même très clairement contester. Donc la variété des sujets, la variété des interlocuteurs, la façon dont on en parle. L'un des sujets que n'a pas abordé l'ARCOM et qui est un sujet absolument essentiel dans le paysage audiovisuel français, c'est le sujet de l'indépendance. Le Conseil d'État avait été très clair en disant à l'ARCOM, il faut revoir votre copie, l'indépendance, ça se mesure aussi à ce qui se passe hors antenne. Et ça, c'est un sujet capital. L'ARCOM n'a pas avancé d'un iota sur cette question. La nouvelle convention qui est sortie, notamment pour CNews, ne change strictement rien en matière d'indépendance. Elle n'est pas du tout plus contraignante. Et donc ça, c'est un sujet fondamental dans le paysage audiovisuel français, et c'est un sujet auquel, malgré les difficultés, parce que c'est un sujet difficile, c'est un sujet auquel l'ARCOM doit s'attaquer. Merci Arnaud, merci Jean-Baptiste. Et nous passons maintenant à la deuxième partie de notre émission. Le média ne lâche rien, n'abandonne pas son projet télévisuel qui est déjà bien entamé, parce qu'en plus de YouTube, de notre canal sur la Freebox, le 165, nous sommes diffusés sur Molotov. Mais nous poursuivons notre stratégie avec un maître mot, multidiffusion. J'ai à mes côtés Laurent Capohen, entrepreneur multicasquette, qui est le consultant stratégie et développement du média. Et Laurent, tu vas nous expliquer que même si nous poursuivons le lièvre TNT, si on peut dire, notre projet se développe et peut se développer sur d'autres fronts, parce que l'époque le veut, parce que la télé change. Comment change-t-elle, Laurent, et comment pouvons-nous en profiter ? Alors, effectivement, les médias sont aujourd'hui confrontés à des multiplications d'expressions. C'est l'ère, depuis quelques années, des médias hybrides, et tout se développe à une vitesse très importante, et notamment tout le secteur lié à l'image, à la vidéo, à la télévision. D'ailleurs, le média en a déjà une bonne expertise, puisque vous venez de ce monde digital, et des plateformes comme YouTube qui vous ont permis de démarrer, de vous frayer un chemin et de gagner vos places. Donc ça ne se fait pas comme ça, c'est un travail de fond qui est important. Alors aujourd'hui, les médias, on appelle ça de l'hyperdistribution, de la multidiffusion. Ce sont vraiment des médias qui se sont multipliés. Donc dans le domaine de la télévision, évidemment, on a la télévision classique, qui est diffusée par satellite, qui est diffusée par nos FAI français, les fournisseurs d'accès Internet, mais elle se multiplie grâce notamment aux téléconnectés, aux OTT, over the top, le dernier boîtier qu'on ajoute à sa télévision. Et il y a des tas de formes qui existent. Donc on a la télévision linéaire classique qui continue à exister, donc distribuée de manière plurielle, et également des plateformes de streaming. Aujourd'hui, on est tous consommateurs de toutes nos plateformes de divertissement, qu'elles soient américaines ou françaises, et ça se multiplie. Les Français s'y mettent, TF1+, M6 Play, etc. participent à ça. On a les aventures de Catch-up TV, le monde de la télévision, Canal+, TF1, France Télévisions ont largement contribué à développer toutes ces versions. La télé connectée, donc Smart TV, OTT, laisse place à des applications, donc à des matériels également qu'on peut connecter à sa télévision, où la réception, peut-être également Internet, est intégrée au téléviseur. C'est le cas de Samsung TV+, Apple TV, Chromecast, Roku, enfin il y a des tas de marques comme ça dans le monde. Il y a également tous ces contenus qui sont adaptés. Je t'écoutais tout à l'heure, Théophile, tu parlais de remix. Moi, j'aime beaucoup ce terme de remix de la télévision, parce que les réseaux sociaux diffusent des remixes, des petits bouts d'images, ou un peu plus longs parfois, qu'on va donc représenter. Donc on est vraiment à une ère où on prend cette matière vidéo pour la reformater, la comprendre, la présenter différemment, l'exprimer différemment, et la diffuser différemment. Donc on est vraiment dans un monde pluriel. Il y a évidemment les plateformes, comment dirais-je, vidéo qui sont importantes, et donc YouTube qui aujourd'hui, on va dire, la grande plateforme mondiale qui fait vraisemblablement le plus d'audience autour de l'image. Il y a le live streaming, votre flux 24/7. Enfin bref, toutes ces expressions de ces images que vous transportez, que vous exprimez, eh bien, convergent vers une chose. Alors, dans cet ensemble, bien évidemment, la part TNT diminue. Elle est encore importante, on ne peut pas dire le contraire, la télévision l'est également, mais ça diminue au profit de nouvelles distributions digitales qui augmentent. Et donc, ça conforte le média dans sa position à devoir se distribuer un peu partout pour augmenter sa surface
de visibilité, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. Et dans ce nouveau monde, finalement, des médias qui viennent, comme nous, du digital, ont quelque chose de plus que les anciens médias, plus d'agilité, plus de compréhension des nouveaux enjeux. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as expliqué devant l'Arcom. Nous sommes, disons, les mieux outillés pour survivre à la révolution digitale à la télévision. Mais l'Arcom ne l'a pas entendu. Oui, parce que confronté à une réalité économique, les besoins de monétisation, qui ne sont pas forcément apportés par le biais des régies, des chaînes de télévision implantées depuis longtemps et qui vivent un peu sur la fin de leurs revenus. Elles ne le disent pas, surtout quand elles passent devant les commissions de l'Arcom, mais leurs revenus publicitaires étant baisse, en tout cas dans l'ancienne distribution de leur signal, et augmentent dans le digital. Et le digital, bien, vous avez fait vos armes, le média, et c'est vrai que vous savez comment compenser cette monétisation qui est dure. Nous avons une communauté des milliers, nous sommes la plus grande coopérative audiovisuelle de France. Exactement. Donc vous avez compris très tôt, et c'est pour moi un atout merveilleux, que votre public, les gens qui s'engagent à supporter votre chaîne, à la financer, à la faire vivre, eh bien, sont autour de vous pour financer l'aventure et garder le média qu'elles veulent consommer. Et c'est un acte assez citoyen et assez républicain. Finalement. Bref, le monde de demain nous appartient, mais l'Arcom ne le sait pas. Alors, si nous parvenons à mobiliser 150 000 € au terme de cette campagne de fin d'année, nous allons lancer un projet, le média radio. En quoi est-il important ? Alors, il est important parce que ça vous donne une nouvelle forme. Personnellement, moi, je suis assez sensible à l'univers de la radio, mais c'est une autre consommation de beaucoup d'informations que vous transportez déjà. Le média fait des podcasts. Les podcasts peuvent être et vidéo et audio, bien évidemment. Donc, c'est tout un univers de son, d'accompagnement de l'auditeur, de rendez-vous un peu sacrés. Le transport en voiture, la salle de bain du matin, le journal éventuellement, le footing, le journal éventuellement tard le soir, pendant qu'on se couche, pendant quelques minutes, sont des moments très importants écoutez, France Inter, aujourd'hui en France, on a le droit de parler de chaînes radio qui fonctionnent bien, sont quand même à 5-6 millions d'auditeurs quotidiens. C'est quand même pas rien. Alors, le média radio, dans le premier temps, sera une web radio, donc une radio qui va également profiter des dispositifs comme les enceintes connectées. Il y a des millions d'enceintes connectées en France. Souvent, elles sont au chevet du lit. Il y a également le téléphone qu'on peut connecter à sa voiture, etc. Alors oui, la radio aussi, en fait, comme la télévision, est devenue multidiffusée. Elle est également en hyper-distribution. Et donc, ces enceintes connectées qu'on utilise facilement, c'est vrai que c'est très pratique. Ce sont des compagnons qui jouent facilement la radio, mais également l'autoradio, le mobile, le smartphone qu'on va placer là où on arrive, donc qui va automatiquement se connecter notamment à son véhicule, sont des moyens de transport importants. Vous avez également l'évolution de toute la distribution au travers d'applications qui diffusent toutes les radios, web radios notamment. Comme TuneIn. Comme TuneIn, par exemple, grande plateforme de radio, de distribution de radio américaine. Bref, tous ces systèmes permettent de recevoir facilement le média version radio et de se faire accompagner finalement d'une information qui sera également légèrement transformée pour s'adapter aux médias qu'on écoute. Et en plus, ça nous donne la possibilité de concourir aux appels d'offres de l'Arcom dans le domaine des fréquences FM et des fréquences DAB+, qui est un peu la forme, disons, numérique de la FM. Voilà, la forme du futur de la radio, le DAB+, donc la radio numérique, qui s'installe en France, qui se répand, qui est assez importante, et qui prendra normalement dans les mois, les années qui viennent, le relais de la radio FM qui nous a accompagnés et à laquelle on est très attaché, évidemment. Bref, on ne lâchera pas l'Arcom. Nous n'avons pas renoncé non plus à parler aux autres propriétaires de box, parce que nous sommes sur la Freebox, mais il y a Orange, il y a SFR, il y a Bouygues. Exactement, donc il y a tout un travail qu'on fournit en ce moment qui est important pour référencer, pour présenter la télévision du média, le média TV, aux opérateurs FAI en France, mais également en Belgique, également
partout où on va pratiquer le langage français, donc la francophonie. Et pour nous, c'est des terrains, comment dirais-je, d'expansion qui sont très importants. Je pense notamment à tous les pays d'Afrique subsaharienne. On a énormément de choses à faire et où on réfléchit. Voilà, parce que le média, la première ville, c'est Paris. Il y a la deuxième ville, c'est souvent Alger. Et la quatrième ville, c'est souvent Abidjan. Eh bien voilà. Alors, donc on a parlé des opportunités ouvertes par la révolution digitale. On a dit que finalement nous y sommes prêts dans le secteur de la télévision et on constate qu'en fait la télévision ne meurt pas, elle se redéploie. Et justement pour diffuser nos idées, on a quand même besoin d'une source première, même si tous ces contenus sont par la suite remixés. Il faut d'abord produire et diffuser. La télévision n'est pas morte, elle change. Alors, exactement, elle est en profonde mutation. Un exemple, par exemple, ce qu'on appelle les opérateurs alternatifs, les fabricants de téléviseurs, je pense à Samsung, LG, etc., et où ce qu'on peut appeler des clés HDMI, pardon pour le langage un peu techno, donc c'est une clé qu'on branche sur la prise HDMI du téléviseur, qui va se connecter au Wi-Fi et apporter des applications de type Molotov, ou plutôt TV, ou etc., peuvent diffuser la chaîne et diffuser également ce qu'on appelle des fast channels, donc des chaînes gratuites, donc qui vont être offertes en insérant de la publicité et en reversant donc une partie des revenus générés par la publicité, évidemment à celui qui la transporte, donc le nouvel opérateur, mais également l'éditeur, le producteur, donc le média. Donc il y a de nouvelles formes de distribution du signal pour générer un peu de revenus complémentaires aux différentes aventures. Et tout cela, en fait, c'est le monde de demain. Et ce monde de demain, nous y sommes entrés depuis 2018 grâce à une forte communauté, une communauté puissante qui est question ici de remobiliser. Merci Laurent, merci à vous. Merci. Et retenez-le, le média ne lâche rien. Le média trace son sillon et se renforce en tant que première chaîne d'infos indépendante de France, contre vent et marée. Notre projet est grand et nous avons besoin d'une mobilisation à la hauteur des enjeux. Faites le pas si vous ne l'avez pas déjà fait. Faites-nous un don défiscalisé à 66% pour celles et ceux qui payent l'impôt sur le revenu, un don ponctuel ou mensualisé. Souscrivez un abonnement de soutien, devenez sociétaire de la société coopérative d'intérêt collectif. Le média, quelque chose se joue aujourd'hui même dans le paysage audiovisuel français et francophone. Grâce à vous, depuis des années, nous inventons des nouveaux chemins. Passe le message à ton voisin. Vous pouvez recruter vous-même de nouveaux soutiens pour le média. Merci à vous.